Je m'installe en silence. Je m'intériorise. Je visualise le point de lumière, la source d'énergie que je suis. J'habite au centre du front. Je suis un être de lumière. Dans cette conscience, des rayons de lumière se répandent dans tout mon corps. La lumière apaise. La lumière guérit et redistribue l'énergie dans tout mon système. Mon corps devient calme et détendu. Toutes les tensions disparaissent. Tout est paisible. Mon esprit est maintenant libre de plonger profondément à l'intérieur. Déjà, le rythme de mes pensées s'apaise. Je ne permets plus à mes pensées de se laisser distraire par le corps physique. Ni de s'attarder aux scènes ou aux bruits extérieurs. Je me concentre uniquement sur mon monde intérieur. Je ressens alors une grande paix. La paix ne m'est pas étrangère. La paix est en moi. Je peux savourer la douceur du sentiment de paix. La paix est ma qualité naturelle. C'est ce que j'ai toujours été. À présent, je redécouvre ce sentiment. Je peux être en paix dès que je le souhaite. Dans cette atmosphère, les vibrations de paix s'étendent dans tout mon corps
et mon corps retrouve un état d'harmonie, une santé parfaite. Les vibrations de paix se répandent dans la pièce, et de cette pièce vers le monde. Avec chacune de mes pensées de paix, j'apporte ma contribution à la paix dans le monde.
Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Content de vous retrouver comme tous les mercredis. Bienvenue. Alors, de quoi on parle ce soir? De problèmes et de solutions. Est-ce qu'on devrait parler plus de problèmes ou plus de solutions? Les deux, non? Ils viennent l'un avec l'autre. En fait, le thème un peu auquel on va réfléchir est vraiment passionnant parce qu'on parle de la notion du fait qu'il n'y a aucun problème, mais que des solutions. Ça, c'est quand tu mets tes lunettes roses, puis tout est rose. Donc, il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a que des solutions. Et c'est une théorie, je pense, qu'on connaît tous, qu'on a entendue, qui est développée dans toutes sortes de domaines. Il y a plein de phrases, et je n'élaborerai pas dans les choses qui me paraissent peut-être un peu évidentes. On dit souvent, une situation vient à toi, ben voilà, comme ton professeur, elle vient là pour t'enseigner. On connaît ces beaux discours. Le point que j'essaierai de plutôt développer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit une réalité? Comment est-ce qu'on peut faire pour que, de façon vraiment concrète, tous les problèmes soient en fait des solutions? On y croit? Vous croyez que c'est possible d'avoir une vie sans problème? Ça n'existe pas. Non, hein? Et si on l'inventait? C'est une inondation dans l'ouest de la ville. Ouais. S'il pleut, C'est une réalité. C'est une réalité. déjà. Mais c'est nous qui traduisons ça comme un problème. C'est nous qui appelons ça un problème. Le mariage. Ça, c'est un autre problème. Alors, la notion des problèmes, c'est sûr qu'il y en aura toujours. Il y a des problèmes. Notre défi est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes-là. Et comment est-ce que on pourrait éventuellement envisager que un problème signifie que derrière se cache une solution. Moi, c'est le mantra que j'utilise beaucoup, c'est que tout problème est en fait une solution déguisée. Et non pas l'inverse, quoi. Une solution n'est pas un problème déguisé, mais le problème est une solution déguisée. Et dans ce sens où la première réflexion qui me vient, c'est plutôt de quoi on parle. C'est quoi les problèmes? Parce que peut-être que si on définissait les problèmes, peut-être qu'on arriverait déjà à faire la moitié du travail qui nous permet de comprendre que c'est peut-être pas tant des problèmes que ça. Si on dit, tiens, j'ai perdu mon porte-monnaie, ça c'est un gros problème. Mais le moment où on trouve son porte-monnaie, c'est plus un problème. Mais le temps qu'on l'a perdu, on ne l'a jamais perdu. Il était pas là où on pensait qu'il était. On a défini le fait de ne pas avoir notre porte-monnaie comme étant un problème. Alors, il n'y avait pas de problème. C'est juste que le porte-monnaie n'était pas là où je pensais qu'il était. Mais on a créé ce problème, puis après on pense l'avoir résolu. En fait, le porte-monnaie, il est mort de rire, parce qu'il dit, il n'a rien compris, le gars. Il m'a mis là, puis après il s'énerve, pensant m'avoir mis là, mais en fait, moi j'ai toujours été là. Moi, j'ai pas bougé. C'est de ta faute. Alors, il n'y a pas eu de problème. C'est un petit cas comme ça, mais la question du problème est-il souvent une perception plus qu'une réalité? On peut en inventer. Bon, c'est sûr, quelqu'un débarque chez vous avec une hache, puis beaucoup de colère, c'est un problème. Ça, je pense qu'il y a définitivement matière à se dire, oups, on fait quoi? OK, ça c'est sûr. Ce matin, en allant au travail, il y avait une voiture qui avait mis ses feux d'alarme, là, les flashers, puis donc il bloquait le trafic. C'est comme si elle s'était garée en double voie, puis elle bloquait tout le trafic dans l'autre sens, puis évidemment il y a des camions, des autobus, puis ça crée vraiment une espèce de confusion. Et je dois admettre que moi-même, j'étais un petit peu en retard au travail, donc je me disais, franchement, les gens, ils sont n'importe quoi, tu sais, ils se mettent en double fil comme ça pour aller porter une lettre à sa petite copine ou puis bon tout le long que tout le monde soit bouché, on ne fait pas avancer, tout le monde essaie de se coincer. Puis quand je passe devant la voiture, je me rends compte qu'en fait toute sa roue était complètement débarquée. Sa roue était cassée, donc évidemment pas de sa faute, le gars il peut plus avancer. Puis je me dis, tu vois, comme quoi même moi qui suis un être tellement illuminé, j'ai rien compris. Vraiment rien compris. Puis, j'étais parti sur une mauvaise piste.
Et j'avais tout de suite créé un film très complexe où il était coupable, méritait une punition, un châtiment ultime. On lui enlève sa voiture pour au moins 10 ans, puis on le met en pénitence pendant au moins 3 mois. Je me disais, écoute, il a bloqué mon trafic parce que moi, je vais au travail. Donc, c'est devenu un problème, mais en fait, non. Tout ce que j'ai fait avec le pauvre petit qui méritait davantage de compassion que d'énervement, si j'avais su au début, ben j'ai rarement vu ça, une roue, mais carrément, c'est comme si... Moi, j'ai toujours peur que ça m'arrive dans les nids de poules. Chaque fois que je me dis un jour, je vais me taper un nid de poule, puis je vais voir ma roue me dépasser, puis je dis, oups, là, je pense que j'ai un problème. la roue vient de partir. À lui, c'est ce qui a dû lui arriver. La roue est carrément sortie. Avoir su ça au tout début du trafic, du bouchon, j'aurais pas eu les mêmes pensées. J'aurais peut-être... Puis surtout, après, imaginer, je sais même pas de qui on parle, imaginez qu'en fait, que je connaisse la personne. Ben, si en plus, c'est une personne que j'aime bien, qui est une amie ou un ami, si j'avais tous ces éléments d'information, ben, j'aurais toléré 3 fois plus de bouchons. Parce que mes pensées auraient toujours été pauvre personne, ça c'est pas drôle. Là, je lui ai envoyé des bons souhaits, puis je lui ai envoyé des bonnes pensées pour qu'il trouve un bon garagiste pas cher, pas loin, et qui règle facilement son problème. Mais au lieu d'avoir des bonnes pensées, j'étais parti dans, puis j'avais tout su le scénario. Je suis très riche moi je fais beaucoup de réalisations, donc j'étais riche en scénario. J'étais persuadé que c'était un gars qui était allé porter une petite lettre d'amour à quelqu'un, puis en fait il trompe sa femme, puis là c'est compliqué, puis là il a peur de se faire voir. Moi j'avais déjà un film de Netflix tout fait d'avance, mais c'était pas ça du tout. Donc qui a créé le problème? Qui l'a en tout cas compliqué? C'est moi. Donc ça c'est juste un exemple. Alors la première étape pour moi serait peut-être de définir de quoi on parle quand on parle de problème. Et rapidement, j'y pensais tout à l'heure, je me dis en fait, on identifie souvent dans notre jargon Brahma Kumaris 6 types de problèmes. Ils s'appellent tous des problèmes. Il y a des gens, tu vois des gens, mais là j'entrerai pas là-dedans, ils arrivent devant toi, tu dis ça c'est un problème. Alors, il y a des gens qui voient des gens comme des problèmes, mais je rentrerai pas là-dedans. Je veux pas qu'on personnalise trop un problème avec un nom dessus. Mais les problèmes ils ont plusieurs formes différentes. C'est important parce qu'un médecin qui traiterait toutes les maladies avec la même petite aspirine, pas sûr que ce soit efficace. Puis quand le médecin va comprendre que la maladie, en fait, t'as mal au ventre, mais la maladie vient vraiment de, je sais pas, d'une allergie à quelque chose, ben, il faut comprendre le problème, la maladie, pour mieux la traiter. Et j'ai raconté cette expérience l'autre jour à quelqu'un où j'avais été voir un ostéopathe et j'avais vraiment un gros problème dans le cou. Puis j'ai décrit tous mes symptômes, puis bon, il prend toutes les notes et tout, puis non. Puis il me dit, OK, allongez-vous. Puis là, il commence à me masser les pieds. Puis j'avais dit, écoute, j'ai pas dû lui expliquer comme il faut. C'est comme, au début, tu dis, bon, ben, il va monter jusqu'au cou. Puis il reste longtemps. Je me souviens plus si c'est les pieds ou la hanche. En tout cas, il y a un truc comme... Vraiment, je comprenais pas ce qu'il faisait. Puis je savais que, bon, OK, soit ouvert d'esprit, fait une approche globale, holistique et tout. Puis à un moment donné, je dis là, vous allez juste me traiter les pieds ou... Parce que je dis, moi, j'ai vraiment mal au cou, pas aux pieds. Et il dit, non, mais c'est pas au cou que t'as mal. C'est en fait, ça part de là. Tes nerfs, tu les as abîmés là. Puis après, ça monte, puis ça crée des tensions, puis ça se manifeste là. OK. Alors, quand il m'a massé les pieds, je suis sorti de là, j'avais pas mal au cou. Je dis, bon, ben là, il faut vraiment être Tu sais, les ostéopathes peuvent comprendre des choses comme ça. Alors, des fois, le problème se manifeste d'une façon, mais la cause est peut-être ailleurs. Mais si on fait juste voir la manifestation, on n'a pas compris la cause, mais en fait, on n'a pas vraiment compris le problème. Et donc, on y apporte la mauvaise solution. Puis après, on dit, c'est un gros problème. On ne peut pas le résoudre. Alors, l'approche qu'on a, c'est d'abord d'identifier, OK, quel genre de problème pour faire un diagnostic. Et il y en a sûrement plus, mais j'ai relevé à peu près 6 formes différentes de problèmes. Puis c'est bien de les apprivoiser puis de les reconnaître. Alors, il y a des problèmes qui sont sous des formes de ce qu'on appelle des obstacles. Donc, le thème de ce soir, des obstacles. Un obstacle est un problème. Après, tu as ce qu'on appelle des blocages. C'est très intéressant de voir qu'il y a une distinction entre un obstacle et un blocage. Si tu es le pied pris dans un piège,
c'est pas vraiment un obstacle, c'est un blocage, t'es bloqué. T'as rien qui t'empêche d'avancer, sauf quelque chose qui te retient. T'es retenu. L'autre, c'est un obstacle, t'arrives pas à surmonter l'obstacle. Mais rien te retient. Obstacle, blocage. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler simplement des faiblesses. C'est-à-dire que t'as pas l'énergie. En fait, c'est ça le problème. C'est pas du tout le fait qu'il faut marcher. C'est le fait qu'on n'a pas l'énergie pour marcher. C'est ça qui devient le problème. Donc ça devient une faiblesse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des comptes karmiques. Ah ben ouais, c'est des trucs qui nous arrivent parce que on en est la cause et c'est le retour du boomerang. Donc il y a un boomerang qui me rentre en pleine tête puis je me dis, ben voyons donc. Sauf que j'ai oublié que c'est moi qui l'ai lancé il y a à peu près 2500 ans. C'est sûr, ça remonte à loin, puis j'étais pas dans le même corps, puis c'est un peu obscur. J'exagère, mais ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 5 ans, mais le boomerang revient. Et finalement, je me demande un petit peu comment ça se fait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des présages. C'est juste pas les bons présages. Il y a juste des circonstances. On appelle ça des présages. C'est pas... c'est des pleines lunes, c'est en anglais, ils appellent ça des omens, des présages, des augures. C'est pas de bon augure. Ça ne devait pas donner. Les gens vont dire, ça ne devait pas donner. Pas vraiment de... Tu peux pas mettre le doigt sur grand-chose à part le fait que c'est simplement comme ça. Ça peut pas donner. Et ensuite, le sixième, là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des épreuves, des tests, des examens. On doit passer un examen. Donc, si vous y pensez, il y a quand même une très grande différence dans la façon de voir ces problèmes-là. Puis, ils sont pas tous à régler de la même façon. On ne va pas traiter un obstacle de la même façon qu'on va traiter une faiblesse, ou de la même façon qu'on va traiter un examen. Quelle idée, Pierre? L'inondation dans mon sous-sol. Ben, ça dépend si j'étais préparé ou pas, ça dépend est-ce que je suis attaché ou pas à certaines choses, ça dépend de bien des choses, mais en général, ça c'est quand même c'est un gros obstacle. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut surmonter. Il faut surmonter une épreuve difficile, c'est un obstacle. Et c'est pas mais les 6 formes vont se combiner à quelque part. Qu'est-ce qui fait que toi, tu habites dans un lieu qui se fait inonder? Ben ça, c'est peut-être un compte karmique. Mais quand tu viens pour affronter l'événement, ça devient un obstacle. Puis si c'est la 3e fois que ça se produit, là, ça devient vraiment une épreuve, c'est un test. Alors, tu vas le vivre différemment selon où tu es rendu. L'important, c'est juste de se demander, ma relation avec l'obstacle ou avec le problème, c'est quoi? Et dans l'approche qu'on propose, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de répondre à un problème. On dit obstacle, mais je préfère moi le mot problème parce qu'il englobe toutes les formes. L'obstacle, c'est une obstruction. Il y a quelque chose qui m'empêche. Il faut surmonter un obstacle. Ce qui me retient, un blocage, c'est vraiment davantage des attachements, des liens, des peurs. C'est beaucoup des blocages. Hein. C'est pas des obstacles à surmonter, c'est vraiment des... C'est comme si l'image, c'est vraiment ça. C'est un piège à loup, là, puis t'es pris là-dedans, puis tu peux aller nulle part parce que ça te tient. T'es retenu par ça. L'obstacle, c'est davantage, tu dois traverser une épreuve, puis tu sais pas trop comment faire. La faiblesse, elle est très intérieure. Puis ça, elle vient d'une usure de l'âme. L'âme est usée, elle est fatiguée. Elle n'a pas le courage, elle n'a pas l'énergie. Elle n'a pas d'enthousiasme, elle n'a pas d'espoir, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas de motivation, elle n'a même plus de désir, ça va mal. Hein? C'est vraiment la faiblesse. L'âme est à plat. C'est vraiment ce qu'on appelle l'âme, elle est dégonflée, elle est à plat. Puis pourtant, il n'y a peut-être pas grand-chose à surmonter. C'est peut-être pas un gros problème. Les problèmes physiques, de santé, ça c'est des comptes karmiques. C'est autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes de santé? Et ça, c'est nos liens karmiques avec le corps. Comment on a utilisé notre corps dans cette vie-ci, dans des vies antérieures. Pour ceux qui croient à la réincarnation. Il y a des études qui ont été faites très intéressantes dans lesquelles
Il montre que, par exemple, des gens qui ont des problèmes, qui sont claustrophobes, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de toutes sortes. Puis encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai à 100%, c'est juste des options. Ils font ce qu'ils appellent des régressions, et des gens vont dans des expériences de vie antérieure. Et souvent, des gens qui ont un énorme problème de dos sont peut-être morts dans un accident de voiture avec le dos cassé. Puis c'est la cassure du dos qui leur a causé la mort. Des gens qui sont morts noyés, si on croit en la réincarnation, si ton dernier souvenir de ce monde physique est une noyade, quand tu reviens, puis que tu as 2-3 ans, puis qu'on vient pour te jeter à la mer, tu as une méchante panique. Puis tu as tout de suite une réaction viscérale contre l'eau. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites comme ça, sur ce qu'on appelle les régressions ou des choses. Des gens qui sont morts étouffés ou selon la mort, la vie suivante peut avoir des causes. Compte karmique, la santé. Des tests, des épreuves, ça c'est intéressant parce que ça suppose qu'on a une dynamique dans laquelle on est prêt à apprendre. Les épreuves d'apprentissage viennent pas vraiment à ceux qui font l'école buissonnière. Ils ratent l'examen aussi en général. Alors c'est les yogis, ils en ont beaucoup des épreuves comme ça, parce qu'ils veulent atteindre un niveau de conscience plus élevé. Eux, ils invoquent les examens. Malheureux, mais ça vient comme ça. Dès que tu dis à ta conscience, attention, je veux devenir parfaite, là, tous les démons sont très excités, puis ils disent, il va devenir, on va le mettre à l'épreuve, on va voir s'il est capable. Il y a des épreuves qui arrivent. Ça vient comme ça. Puis les présages, tu peux pas les contrôler du tout. Ça, c'est vraiment complètement hors de notre contrôle. Et ils supposent vraiment une flexibilité totale. Tu veux faire quelque chose. Toutes les circonstances font que ça ne se fait pas. Et là, tu dis, tu cherches le problème, il n'y en a pas. C'est juste, c'était pas aligné. C'était pas, en anglais, c'était pas pour arriver. It's not meant to be. Ça ne devait pas se produire. Point à la ligne. Il n'y a pas à se compliquer la tête, il n'y a pas à trouver un coupable, il n'y a pas à accuser personne. C'était pas dû pour arriver. C'est correct comme ça. Ce sont 6 formes de problèmes qui sont chacune très différentes. Par contre, l'approche qu'on développe dans le Raja Yoga est intéressante puisqu'on dit qu'il y a plusieurs étapes dans les solutions. Et là, on va trouver des dimensions intéressantes. Il y en a une qui est purement rationnelle. Donc, il va y avoir tout un travail de compréhension qui est basé sur la connaissance. Qu'est-ce que me dit, en gros, si vous voulez, la sagesse par rapport à telle situation, qui est pour moi un obstacle, ou un problème, ou etc. Donc, qu'est-ce que la théorie me donne comme information? Puis très souvent, on connaît cette théorie. Malheureusement, très souvent, on l'oublie au moment de l'épreuve ou du problème. On y pense bien longtemps après. On dit, je le savais, mais je ne l'ai pas pratiqué. On sait exactement, si on devait s'enseigner soi-même ou enseigner les autres, si on devait enseigner les autres qui auraient le même problème, on serait très bon pour leur faire toute un grand speech, comment ils peuvent régler leurs problèmes. Quand nous, on l'a, on ne sait plus du tout comment ça marche. On se trouve démunis. Donc la théorie, on la connaît. Ça, c'est une approche rationnelle, de connaissance. Encore faut-il s'en souvenir. Et je pense que des fois, c'est important, quand on est devant un problème, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on m'a enseigné là-dessus? Qu'est-ce que je connais là-dessus? C'est quoi la théorie? Quelqu'un est en colère devant moi, puis tu peux rappeler ton ami, je pense que j'ai un problème, il est en train de complètement devenir irrationnel. Qu'est-ce que je fais? Nous, on sait, reste calme, reste silencieux, ne réponds pas, n'argumente pas, ne jette pas d'huile sur le feu. On connaît la théorie. Après, il faut le faire. C'est là où il y a un petit problème des fois. Alors, la dimension qui est intéressante devant des problèmes face auxquels j'ai un peu plus de temps, parce qu'il y a des problèmes qui doivent se résoudre tout de suite, il y a des problèmes très souvent qui peuvent avoir une solution qui peut être le lendemain, dans quelques heures, au pire peut-être dans 2-3 heures, ou donne-moi 10 minutes, donne-moi le temps d'y penser. Des fois, ça prend juste quelques minutes, mais il faut y penser. Et c'est une très, très, très bonne technique devant un problème, de juste dire, donne-moi du temps. Parce que l'instinct n'est pas toujours la meilleure solution.
Et souvent, notre instinct est biaisé par bien des facteurs. Donc, prendre un peu de temps, un peu de recul, voir la connaissance. Mais après, c'est là où la dimension, je trouve, spirituelle devient beaucoup plus intéressante. C'est de se mettre dans une disposition à recevoir une solution. Et souvent, ce que ça veut dire être dans une disposition mentale où on met de côté toutes nos propres théories, juste pour aller chercher un état de conscience positif, dans le silence, neutre, et attendre. Et se dire qu'il y a peut-être des idées meilleures que les miennes que je serais capable de capter. Et peut-être que je n'ai pas à régler un problème tout seul, tout de suite. Que je peux peut-être juste me donner le temps d'aller me mettre dans un autre état d'esprit, puis après avoir été dans un autre état d'esprit, voir qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que quand on est devant un problème, puis qu'on a décidé que j'ai un problème, versus il y a un problème, ça pourrait être ça aussi, c'est pas j'ai un problème, c'est juste il y a un problème là. C'est pas le mien, mais il y a là. C'est juste que le gars avec la hache tout en colère, ben il est chez moi. C'est juste qu'il y a un problème. On peut le personnaliser, mais c'est pas nécessaire. Et donc, le problème est là. Il y a un problème. Nous, on dit toujours, j'ai un problème. Donc, ça y est, on l'a déjà invité chez soi. On l'a invité pour le thé. On lui dit, ben, viens, problème, viens. Puis, on l'adopte, puis on dit, ah, ça y est, il m'appartient. T'es pas obligé de faire ça. On aurait pu maintenir ça comme étant un problème, et là. Et je dois répondre. Alors, au départ, quand on est face à un problème, souvent, puis c'est pour ça qu'on l'a défini comme problème, c'est qu'il y a un mécontentement, il y a une résistance, il y a une souffrance, il y a une incompréhension, il y a un blocage, il y a un obstacle, il y a un test, tout est là, quoi. Donc, ma conscience est perturbée. Ma conscience est agitée. Et quand la conscience est agitée, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'intellect n'a plus la clarté nécessaire pour discerner correctement. Donc c'est comme si on crée une eau trouble, puis on essaye de voir dans le fond pour voir où est-ce qu'elle est. Ma montre est tombée dans l'eau, puis au lieu de laisser l'eau calme pour voir à travers, on brasse tout ça, ben, je vois plus ma montre. Ben oui, l'eau est trouble, tu peux plus voir à travers. Et souvent le problème, ce qu'il fait, c'est qu'il vient brouiller notre conscience, et là on cherche une solution. Ben, il y a beaucoup de chances pour qu'on ne la trouve pas, la solution. Puis on va dire quoi? On va dire, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu confus, je fais ça, je vais là-dedans, je vais pas là-dedans. Je ne sais pas quoi faire. C'est brouillé, c'est normal. Alors, quand on parle de problèmes beaucoup plus graves, des vrais gros problèmes, tu perds quelqu'un, je parle à un très bon ami tout à l'heure, puis il se fait convoquer tout à coup dans le bureau de son patron, puis une compagnie privée, donc des grosses compagnies de consultants, techniciens en informatique, etc. Et là, on lui dit, écoute, on a tout réévalué les barèmes des compétences, puis en revoyant tes compétences et tes charges de travail, ben, on a défini que finalement, tu gagnais 10% de trop. Donc, on va baisser ton salaire de 10%. OK, bonne journée, merci, et puis au suivant. Le gars sort du bureau, tu pourras dire, bon, c'est juste 10%. Petit problème, lui, il vient juste de s'acheter un nouvel appartement, très cher, dans une très belle ville en France, au bord d'un lac. Et il s'était dit, ben, pendant 5-10 ans, là, je vais un petit peu être serré, mais heureusement, mon salaire me le permet et c'est juste. Et là, le petit 10% qu'on vient de lui enlever crée tout de suite une incidence majeure sur le calcul du paiement pour son nouvel appartement, un nouveau condo. Puis malheureusement, il a signé juste avant qu'on lui annonce la coupure de 10%. Bon, ça, c'est un véritable problème, je dirais. Vous trouvez dans quelle catégorie ça se situe après. Et évidemment, la réaction, c'est que tu sors du bureau du patron, ben, tu es en colère, tu es frustré, tu sens victime d'une injustice, puis pourquoi moi, puis pourquoi aussi, puis là, ça part. Et là, l'esprit, l'intellect sont dans un mode émotif, négatif, intense. Puis là, on cherche une solution. Qu'est-ce que je fais avec mon appartement? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je dois répondre à mon patron? Est-ce que je dois changer de travail? Je devrais peut-être changer de compagnie, aller ailleurs. Tout est mêlé, là.
toutes les solutions se balancent l'une à l'autre, les émotions sont là-dedans, ça ressemble plutôt à un gros smoothie absolument indigeste, puis ça puis ça ferait être buvant, mais t'as mis des cailloux, t'as mis des poissons, t'as mis toutes sortes de choses bizarres là-dedans, puis pas bon ça va pas être digeste du tout. Et c'est sûr que, et je parle vraiment de connaissance, moi j'ai confronté sans arrêt des situations, récemment au travail, pareil, on se fait dire des choses, puis là t'es juste gérer les émotions, c'est le plus gros problème. Après, juste de qu'est-ce que je fais en fonction de ce qui vient de m'être dit, c'est encore autre chose. Mais une fois qu'on est envahi par ces émotions, ben là, on a un problème, il vient de grossir. Alors, la définition qu'on va donner d'ailleurs de la taille d'un problème, c'est qu'il est inversement proportionnel à la taille de ma conscience. C'est-à-dire qu'une petite conscience verra un petit problème comme étant très, très, très gros. Puis une très grande conscience verra un très gros problème comme étant tout petit. Donc, c'est toujours bon de se dire, si le problème m'apparaît comme très gros, il y a des grandes chances qu'en fait, c'est ma conscience qui est toute petite. Et que la solution spirituelle va donc exiger qu'on élève la conscience, et de cette conscience élevée, après, regardons le problème, puis on va se rendre compte qu'il a rétréci au lavage, puis finalement, qu'il n'était pas si gros que ça, mais qu'on l'avait vu gros. Et quand un problème devient tout à coup une solution en déguisement, tu te dis, ah, je t'ai trouvé, je t'ai vu, je viens de te démasquer. Yes, je viens de te démasquer, et en fait, tu es venu à moi, peut-être dans la forme, là on parle de gens spirituellement masochistes, donc ils veulent évoluer, donc ils invoquent le trouble, parce que c'est ça qui va leur permettre d'évoluer. Et donc on va dire souvent qu'un problème, c'est un tremplin pour aller plus loin, pour s'élever. Et si on a démasqué la solution derrière le problème, en général, ce que ça crée, c'est un énorme enthousiasme, presque masochiste, où tu en voudrais presque un autre problème comme ça, juste pour encore mieux pratiquer ta perfection. J'exagère, mais presque pas. Et quand on voit combien un problème vient en fait mettre le doigt sur un aspect de moi souvent, qui mérite d'être travaillé, d'être transformé, d'être changé. Donc on se dit, waouh! Donc si je passe à travers ça, non seulement en fait, possiblement qu'il n'y aura rien de changé extérieurement, l'inondation sera encore là, mais ma conscience va changer, et je vais apprendre quelque chose, puis face à la même situation, j'aurai une attitude complètement différente, même d'excitation de me dire, sachant que j'ai cette valeur-là maintenant, cette qualité-là, le problème ne m'apparaît plus comme un problème. Si la personne voit que le fait de perdre 10% de son salaire était en fait la meilleure façon pour lui de remettre en question complètement sa relation avec l'argent, ben peut-être que c'est un mal pour un bien. On dit souvent ça, c'est un malheur pour un bien, quoi. Derrière le malheur se cachent peut-être des fois des situations bienveillantes, bénéfiques. Et en fait, on est convaincu que derrière toute situation négative, problématique, se cache toujours du bénéfice. Que peu importe ce qui se passe dans notre vie, il y a toujours un bénéfice derrière ce qui se passe. C'est des punaises de lit. Ce qui a un bénéfice, c'est que ça. Pourquoi elles sont venues? Le bénéfice d'avoir les punaises de lit. C'est d'apprendre que si elles sont venues dans ton lit, il y a une raison. Moi, elles ne sont pas venues dans le mien. Mais si elles viennent dans ton lit, c'est qu'il y a une raison. Et on a été négligent dans quelque chose. Donc, quand la punaise de lit se manifeste, c'est l'occasion idéale pour remettre en question où est-ce que j'habite, dans quelle hygiène j'habite, comment est-ce que je me protège à l'avenir. Dans une échelle plus petite, moi, ma réaction, par exemple, à chaque fois que je fais ton pilote le matin, c'était vraiment tiré d'un film. C'était très drôle parce que genre de truc, comment on appelle ça, des effets dominos, un truc qui entraîne l'autre. Puis j'avais une nouvelle tasse qu'on m'avait offerte, puis j'essayais de faire le même genre de café que dans mon autre tasse, mais le truc à café, sur la nouvelle tasse, il rentrait pas très bien, donc il était un peu tout croche. Mais vu que j'étais attaché à la nouvelle tasse, je voulais quand même faire que ça marche. Moi, je me suis lancé dans un système un peu périlleux de faire un café sur une tasse dans laquelle ça marche pas. Puis à un moment donné, je me souviens pas ce qui s'est passé, le téléphone a sonné ou quelque chose. Puis là, j'ai accroché un truc. Et là, j'ai tout vu au ralenti, mais c'était très risible. Alors là,
Ça a commencé, oui, j'ai accroché la cuillère qui était dans la tasse, le café a sauté, la tasse s'est renversée. En la prenant, j'ai fait renverser tout mon smoothie qui était presque prêt, qui est complètement tombé sur le comptoir, qui a rebondi sur autre chose, le cadre est tombé. J'ai tout vu ça, je dis « Wow! » Juste une cuillère qui est tombée. Puis là, écoute, vraiment, là, ça coulait partout. C'est tombé dans le tiroir. Tous les ustensiles couverts de café. De l'eau dans le tiroir avec tous les trucs. Mais un gros dégât où tu dis « Oh ben là, j'ai gagné le gros lot. Puis en plus, je suis en retard au travail. » C'est génial. C'est le parfait moment pour que ça arrive. Et j'ai vraiment senti en moi qu'il y avait les deux réaction, un avec un gros mot puis une grosse colère, puis l'autre un éclat de rire, parce que moi ma réaction devant chaque fois que je fais un dégât, c'est toujours ma pratique personnelle depuis très longtemps, c'est toujours c'était le temps de nettoyer, c'est bon, c'est pas le moment que j'aurais voulu, mais quand j'échappe quelque chose, je me dis toujours ça doit être parce que c'est le temps de nettoyer. Alors je sors les trucs, puis tu nettoies tout, puis tu tiens, ça fait longtemps que j'avais pas nettoyé tout ça, ben on va tout nettoyer. Sauf que là, vraiment, c'était comme, c'était le temps de nettoyer toute la cuisine. Il y en avait partout. Puis je sais pas si vous savez ce que c'est, de l'eau avec du café en moulu dedans, dans les ustensiles, dans le tiroir, dans les craques, et le smoothie dans l'autre tiroir, dans les craques, dans le cadre, dans le miroir, enfin dans le verre. Tu dis, OK, ça va être long quand même, tout nettoyer ça, puis ça va être un petit peu périlleux, puis ça coulait de tous les sens. Et là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, alors écoute, tu rigoles, tu disais, écoute, c'est le temps de tout nettoyer. Et finalement, ça faisait longtemps que je voyais que mes ustensiles, étaient là, mais je voyais, c'était temps de nettoyer, mais je négligeais. Ben, je dis, tu vas faire. Alors, tu sors tous les ustensiles, tu changes le papier. Je suis arrivé très en retard, mais très calme. Je me suis dit, c'était très drôle. Surtout, je rejouais cette espèce de domino en me disant, ben voilà, tu vois, tu t'es attaché à ta petite tasse avec ton éléphant, là, ben voilà ce que ça t'a coûté. Puis tout est tombé. Je dis, bon, on se calme, on nettoie, puis la prochaine fois, tu feras très attention. Moi, il y a du bénéfice maintenant. Donc, quoi qu'il arrive, puis des fois, je dis ça, je dis toujours dans nos conférences, on exclut les cas extrêmes. Si quelqu'un vient tuer quelqu'un devant toi, on va mettre ça de côté, c'est un autre chapitre. On fait plutôt du quotidien dans ce genre-là. Punaise de lit, ça rentre dans les raisonnables. Hein. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Ouais. Mais il y a du bénéfice dans ça. Il faut apprendre, il faut trouver une façon de voir les choses différemment. Peut-être que c'était le meilleur moment de se dire, je déménage. Ça prenait une infestation de punaises pour finalement quitter un lieu qui était néfaste de toute façon. Pour certaines personnes, ça va être ça. Il y a toujours un bénéfice quelque part. On apprend toujours, si on veut, d'une situation. Alors, les solutions passent souvent par un côté rationnel, mais deux, l'idée que la vraie solution, il faut que je me mette dans une disposition à la recevoir. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est là où souvent l'approche qu'on a dans la méditation est de se dire, OK, voilà un problème, et j'ai dit ça récemment à quelqu'un, c'était assez drôle, qui était un peu sous l'effet d'une émotion suite à une situation. Puis je lui ai dit, je n'avais jamais pensé à ça, j'ai dit surtout ne fais pas confiance à ton jugement. Puis elle a trouvé ça très très drôle. Faut même pas que je fasse confiance à mon jugement. Je dis non, tu peux pas. Surtout maintenant, là, ne fais pas confiance à ton jugement. Puis si tu décides que c'est ça la solution, c'est un mauvais tour qui est en train de te jouer ta tête. Alors, ne crois en rien, tout ça, tant que tu n'es pas dans une disposition à être certaine que l'idée va être la bonne. Et il faut désactiver notre réaction au problème pour trouver les meilleures solutions. C'est ça la partie la plus difficile. Ce qui aide, c'est de venir ici, puis de méditer. À la blague, on dit toujours aller dans le micro-ondes là-bas, dans la même pièce de méditation, mettez un petit 2 heures peut-être. Des fois, ça prend du temps, mais de trouver une façon de se libérer de l'esprit pour être capable d'avoir des moments de paix, de calme. Et là, de revoir le problème et se dire, OK, là, c'est quoi la solution? Et à la blague, je dis toujours, moi j'ai une grande chance, c'est le fait des fois de devoir parler. Souvent, ce que je dois faire, c'est me parler à moi-même. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des situations assez difficiles, puis j'arrive ici le soir, puis le thème, c'est le contentement. Puis là, je rigole parce que je me dis, qu'est-ce que je vais raconter? Je
Je pense que je vais me faire de l'autothérapie en public, puis ça va être ça à peu près. Et je me réenseigne, en fait, en public, la solution à ce que je vis moi-même. Parce qu'on est tous là-dedans. Et dans ces cas-là, moi, je me dis, je suis très chanceux d'avoir des outils. Puis que je suis même obligé, des fois, d'être dans ces outils-là. Moi, j'ai habité dans un centre de méditation pendant très longtemps dans l'Ouest canadien. Puis à l'époque, les centres ici, bon, on est dans un lieu commercial, donc personne n'habite ici. Mais la tradition des Brahmakumaris, c'était souvent dans des maisons individuelles. Moi, j'avais une maison dans l'Ouest, puis ma chambre était de l'autre côté de la salle de classe. Donc tout le temps, il y avait des gens chez moi. Et c'est bien, puis il y a des petits inconvénients. C'est quand tu traverses des propres tempêtes profondes. Tiens, tempête, ça pourrait être un 7e, c'est-à-dire un problème, une tempête. Tempête de l'esprit. Mais quand tu traverses des moments difficiles, moi j'avoue que des fois j'étais là en train dans ma chambre de me dire j'espère qu'il n'y a personne qui vient pour le cours de méditation ce soir, j'ai pas envie de donner de cours, j'étais aux prises avec des monstres intérieurs épouvantables. Puis je me disais je vais pas aller dire à des gens oui bonsoir, soyez paisibles, tu sais, on va parler de méditation alors que je suis en train de vouloir dévisser à peu près une vingtaine de têtes autour de moi. Et évidemment, souvent avant 7h, je me disais, bon, ben, personne, je veux pas qu'il y ait personne. Puis à 7h02, il y avait toujours personne, puis je me disais, bon, ok, je vais être tranquille ce soir, puis je vais pouvoir gérer mes monstres intérieurs tranquille, sans faire de dommages collatéraux, puis de mettre du sang partout. Puis à 7h05, tout à coup, ding dong, je dis, oh non, puis quelqu'un arrive, désolé, je suis en retard, est-ce que c'est ok si je viens pour le cours quand même? Oui, bien sûr. Tu fais rentrer la personne. Oui, bien sûr. Puis là, on s'assoit, puis là, on met de la petite musique douce. Puis là, ben, il faut parler de zen et de méditation, etc. Puis pendant que je parle, la personne s'endort, puis elle trouve ça totalement ennuyeux. Puis moi, j'essaye d'être... la personne part du centre 1h30 plus tard. Bon, je sais pas ce qu'elle a retenu, elle n'est jamais revenue. Mais le grand bénéficiaire, ben, c'était moi. Parce qu'après 1h30 de blablabla, je me rends compte que tout ce que je disais, c'était vraiment bon pour moi, quoi. Que finalement, la personne partait, puis choup, c'était réglé dans ma tête, là. J'ai pas eu à me cogner la tête contre un mur ou à m'arracher les cheveux. Toute la théorie que j'annonçais, qu'on enseigne de base, ben, en l'entendant moi-même, je me disais, Eric, c'est ça la solution. Et puis de le vivre, quelqu'un m'imposait de vivre la méditation que j'aurais pas faite tout seul. T'es énervé, je médite pas, non, ça me tente plus de méditer. Le meilleur moment de méditer, c'est quand justement on est dans une crise. C'est là où on a besoin de la méditation. Alors souvent, c'est dans ce sens-là où on est exposé à un esprit plus paisible, et là viennent des idées très différentes. Alors l'élévation de la conscience, ben, c'est quoi? C'est la connaissance, puis ensuite le silence. On prend des idées juste pour réaligner l'esprit, puis après on essaye d'amener ça dans le silence. Et la méditation, c'est un état de silence. Et dans cet état-là, ce qui se passe, c'est qu'au moins on se donne l'occasion de ressentir du bien, de voir les choses différemment, d'avoir des nouvelles pensées qui nous arrivent. Et tout à coup, de se dire que finalement, ce que je concevais comme un problème, oui, c'en est un, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que le problème, je le traduis comme un problème à cause de mon état intérieur, mon manque de valeur, mon manque de patience, mon manque de tolérance, mon manque de sagesse, mon manque de compassion. Il y a un manque, il y a un vide intérieur qui fait que je réponds mal à la situation. Et quand on met le doigt sur ce qui manque, ben on a déjà la moitié de la solution. C'est qu'on a déjà au moins identifié quel remède prendre. Et si j'identifie que la source de ce manque est un problème d'ego, ben c'est très bien que la situation vienne me dire, en fait, pourquoi c'est un problème? C'est parce que tu gères ça avec ton ego. C'est ton ego qui crée le problème, rien d'autre. Ben à ce moment-là, on est au moins conscient de ce qu'on va devoir essayer de régler. Est-ce que ça vous semble compréhensible, acceptable, inacceptable? Partiellement OK. Une piste de réflexion. Qu'en pensez-vous? Ça vient du bon sens. Jonathan, dis-nous.
À quoi tu penses? Ben, bon. Sors le micro, Lucie. Peut-être qu'on va avoir des idées de génie qui ont finalement émergé. Moi, je prépare le terrain, mais après, c'est vous qui sortez les bonnes idées. Des questions, des réactions, c'est acceptable. Je suis sûr que vous avez tous, depuis 1 heure ou 3/4 d'heure, vous avez mis dans votre tête ou confronté ce que je dis et ce que je me trompe. Vous avez tous pensé à quelques problèmes auxquels vous faites face en train de vous demander si ce qu'on raconte, ça peut s'appliquer ou non. Toi, avec tes punaises et tes inondations. L'inondation, tu vois, devient finalement la solution aux punaises. Non, ça c'est nager une punaise. Ça. Merci. Une petite piste de réflexion sur les problèmes, des fois, ils sont en relation avec la nature, mais souvent, ils sont relationnels entre nous, les êtres humains. Puis, quelle peut-être part de responsabilité, toi, tu prends de tout ce que tu vis comme problème. Souvent, on dit qu'il faut être 2 pour danser le tango. La responsabilité, c'est 50-50 quand 2 personnes sont ensemble dans un problème. Mais si tu veux vraiment développer ta stratégie efficace, est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de prendre 100% de la responsabilité puis de transformer la situation complètement? Ça, je pense que ça va devenir un autre problème si on fait ça. Je vais t'entendre là-dessus. Ouais. La façon dont je le vois, c'est que dans l'interrelationnel, une grande partie du problème est souvent d'ordre karmique. Donc, c'est vraiment un lien créé avec l'individu qui a généré toutes sortes de causes à effet qui deviennent un peu compliquées. C'est comme quand à un moment donné, tu as plein d'électrons qui commencent à rebondir dans tous les sens. Là, ça devient vraiment, ça s'emballe. Ça crée des situations où on perd un peu l'ordre des choses. Une idée que la conscience peut éveiller, c'est que 1 plus 1 égale 3. Les gens pensent souvent qu'1 plus 1 font 1. Donc, un être avec un autre, ben, ça se fusionne, puis ça en fait qu'un. D'autres vont dire qu'un demi plus un demi, ça va faire 1. Donc, je suis à moitié plein, l'autre est à moitié plein, ou je suis à moitié vide, l'autre est à moitié vide. Ensemble, on va faire une unité. Puis moi, ma mathématique, c'est qu'1 plus 1 fait 3. Moi, l'autre et la relation, ça fait 3. Et mon effort n'est pas envers l'autre. Mon effort est envers la relation. Donc, mon implication est davantage de vouloir dire qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette relation-là. Et ça, je peux seulement y aller avec mon pourcentage qui est raisonnable. Puis je ne peux pas faire le 100%. Moi, j'y crois pas. Je pense que si on essaye de faire le 100%, on prend sur son dos la responsabilité de l'autre. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ça en général. 1, l'autre n'apprendra rien. 2, on va lui imposer notre solution, ce qui est peut-être pas du tout la sienne. Puis 3, ça va être généralement beaucoup trop lourd pour ce qu'on va en gagner. Alors, j'ai plutôt l'impression qu'on dit oui, en effet, dans l'hindouisme, ils disent pour clapper, ça prend 2 mains. Tu ne clappes pas avec une seule main, il en faut 2. Donc, quand il y a un bruit, c'est que les 2 mains ont agi. La seule chose que je peux faire, c'est gérer mon lien avec la relation. Ça va enlever ma portion du clap. Ça, je peux le faire. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure sommes-nous désireux de s'investir dans la relation, plutôt que dans quelle mesure on a des attentes par rapport à la relation. Et c'est souvent ça le déséquilibre. C'est que les gens ont plus de volonté de recevoir quelque chose de la relation, il y a plus d'attentes que de volonté à faire en sorte que la relation soit harmonieuse. Et si ma volonté est davantage d'injecter des choses pour rendre la relation harmonieuse, en diminuant ce que j'attends de la relation, ben l'équation devient beaucoup plus saine parce qu'à ce moment-là, je suis très conscient de qui je reste dans la relation. Là où il y a un problème dans une relation, c'est quand le 1 plus 1 fait 1 et que moi je vis le dysfonctionnement de la relation. Ça devient moi. Donc la relation est dysfonctionnelle, je suis dysfonctionnel. J'ai un problème de relation, j'ai un problème. Versus non. Il y a un problème dans la relation. Mais moi, je ne veux pas perdre ma dignité. Je ne veux pas perdre mon respect de soi. Je ne veux pas perdre
qui je suis, mon authenticité. Et c'est pour ça que l'image qu'on a des relations, souvent on dit à la blague, on nous a appris beaucoup, surtout en Occident, que la relation, c'est tu te regardes dans les yeux, tu mets une rose entre les deux, une petite bougie, puis tu dis combien tu l'aimes, puis combien tes yeux sont beaux. Chaque œil est un espace vers l'univers, et je vois en toi les étoiles, et que... Tu sais, on connaît les violons puis les poèmes, c'est beau, puis ça fait très, très bien de dire ça aussi. Mais ça, d'ailleurs, c'est vraiment une relation, on se regarde l'un et l'autre. La relation spirituelle dit que la force d'une relation, c'est quand les deux individus regardent dans le même sens et avancent dans le même sens. Ils soient toujours, oui, tu te regardes de temps en temps, peut-être le dimanche soir, ok. Mais en général, l'individu doit rester soi-même dans la relation. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et parce que peu de gens ont des démarches spirituelles honnêtes et sincères. Puis il y a tellement d'attentes d'une relation, c'est sûr. Pourquoi on va en relation avec quelqu'un? Pas parce que l'autre nous énerve. C'est très rare d'être en amour avec quelqu'un qui nous énerve, non? En général, on est attiré vers ceux qui nous font du bien. Pourquoi ils nous font du bien? Parce qu'on consomme. On a trouvé une fleur, puis nous on est une abeille, puis on saute dedans, puis on dit, ah, moi j'ai trouvé quelque chose. Puis ça fait du miel. Génial, ça marche. Puis le jour où la fleur dit que moi j'ai plus de pollen à t'offrir, ça marche plus. C'est ça qu'on voit dans les relations aujourd'hui. Parce qu'on prend, on va tous prendre. Et on dit souvent nos relations aujourd'hui, c'est qu'on tombe amoureux l'un de l'autre. Malheureusement, on tombe amoureux. Pourquoi on n'a pas créé l'expression on s'élève dans l'amour? Ça a été tellement plus joli, on tombe en amour. Puis après, il faut apprendre à vivre ensemble. Alors que la relation humaine est en fait de vivre ensemble et d'apprendre à s'aimer. Mais on a tellement inversé ça à cause de nos désirs, de ce qu'on attend de la relation, que nos attentes de la relation sont plus fortes que notre volonté d'ajouter à la relation. Et là, on est en déséquilibre. Alors moi, j'aime bien la notion de me dire, moi, ma part, c'est de tout faire mon possible pour rendre la relation harmonieuse. Puis si elle ne le devient pas, j'aurais fait ma part. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle est une relation qui n'a plus son lieu d'être. Puis je l'accepte parce que moi, j'ai fait ma part, mais la fin de la relation ne mettra pas fin à ce que je suis. Et je ne sortirai pas de la relation cicatrisé, blessé, handicapé, puis en avoir pour 4 ans à dire je me remets de la séparation, etc. Ce qui est le cas très souvent. Les gens qui subissent des séparations sont comme des amputés de guerre, puis ils sont clopin-clopant pendant des années en disant écoute, j'ai une relation difficile, puis je m'en remets. Puis je comprends, hein, je ne le blâme pas du tout. C'est malheureusement la conséquence d'une relation qui est partie avec, évidemment, des attachements, des attentes, puis c'est normal, c'est humain. Mais c'est là où on a une crise de valeur dans notre société. Parce qu'on n'a pas appris, on dit souvent, on n'a pas appris à aimer. Pourquoi on n'apprend pas à l'école, aux petits enfants, très jeunes, de s'asseoir en silence, puis de sentir l'amour? Pourquoi on n'apprend pas ça? On laisse aller, puis au contraire, on laisse supposer que tu vas trouver quelqu'un, puis lui tu l'aimes, elle tu l'aimes pas, lui tu l'aimes, elle tu l'aimes pas, puis ça c'est comme un peu normal, puis maman il aime beaucoup papa, maman elle aime beaucoup papa, c'est pour ça qu'ils sont mariés, puis là on crée ce système dans lequel on enseigne à nos jeunes que l'amour est quelque chose que tu possèdes, que tu développes envers une personne, mais pas envers une autre. C'est dommage. La religion a essayé de nous l'enseigner, ça n'a pas marché. Ils nous l'ont dit. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Tant l'autre jour. On nous a tout dit ça. Mais c'était de la théorie, ça n'a pas marché. On ne l'a pas développé. Et là, la spiritualité, je trouve, vraiment vient combler un vide important. Puis le jour où on apprend que je suis amour, maintenant je ne suis pas là en relation. Moi, la seule raison pour laquelle je n'ai pas de relation intime, et je le dis souvent, c'est comme si j'avais un panneau dans mon dos, en rénovation, aucune chambre de libre. Désolé. Je ne peux pas louer de chambre, c'est tout en rénovation. Moi, je suis comme une cathédrale Notre-Dame qui a eu un petit problème il y a longtemps, puis on est encore en rénovation. Venez prier un peu plus tard, je suis encore en réparation. Et la réparation vient, et je déborde un peu, mais vient de réaligner la relation idéale qui pour nous est entre l'âme et l'âme suprême. Et cette relation-là va me réapprendre c'est quoi la relation pure. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de... c'est pas la même business du tout. C'est une autre dimension. Et ce qu'on a perdu, c'est être aimé
avec un amour pur. Parce que l'amour de l'autre est très beau, je ne déplore pas ça, mais il n'est pas pur à 100%, parce que l'autre aussi a des attentes par rapport à moi. C'est pour ça que l'autre personne m'aime. Si je suis un imbécile, puis que j'arrête pas de l'engueuler, puis d'être violent, normalement, la personne ne m'aime pas beaucoup. Mais il y a des choses en moi que l'autre personne a vues, puis qui font d'elle une petite abeille, qui vient butiner, puis qui dit, moi, tant que tu m'offres ça, là, je t'aime beaucoup. Là. Donc, il y a une codépendance. Les relations interpersonnelles sont codépendantes. La relation avec Dieu, c'est complètement différent. Et quand on réaligne l'âme avec une relation pure, puis qu'on ressent un amour pur, et je sais que c'est un peu abstrait, mais moi j'aime bien me pousser dans ma conscience pour aller étirer. Tu sais, on dit souvent, le sport, il faut que tu fasses des étirements si tu veux pas te briser les muscles. Pensez à l'amour que vous ressentez de certains êtres humains. Normalement, votre épouse, votre époux, votre conjoint, peu importe, aura un type d'amour qui n'est pas tout à fait le même que, j'espère en tout cas, celui de la belle-mère ou celui du voisin. Ou... Tu sais, il y a des degrés, non? Ce n'est pas les mêmes types d'amour. Est-ce qu'on peut imaginer quel est le type d'amour que l'âme suprême aurait pour l'âme humaine? C'est quoi cet amour-là? Ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Est-ce qu'on l'a goûté? Est-ce qu'on sait ce que ça goûte? Est-ce qu'on en consomme? Est-ce qu'on l'a ressenti? Est-ce qu'on l'a déjà expérimenté? Est-ce qu'on a déjà senti comment il exprimerait cet amour? Et là, la religion avait un rôle à jouer. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on a jeté en descendant avec l'eau du bain. Là, on a tout jeté ensemble. Pourtant, la religion, c'était le temple qui nous donnait accès à cet amour. Puis l'homme a tout cassé là-dedans. Puis après, on est sorti du temple en disant « il n'y en a pas d'amour là-dedans, j'en sors. » Ben, mais t'as tout cassé. C'est comme si ta radio, tu veux écouter la radio, tu la branches pas, deux, tu tapes dessus avec un marteau en disant « voyons, elle marche pas. » Tu la jettes par terre, tu sautes dessus, tu dis « moi, elle marche pas cette radio. » Ben là, non. Il fallait la brancher, il fallait juste syntoniser. Puis ça marche très bien. Et le temple, il marchait très bien. L'église, elle marchait très bien. On a tout cassé. Et la spiritualité nous donne cet accès à cet amour pur. Puis quand tu commences à le goûter, cet amour, tu dis « oh, ok, on est ailleurs. » là. Ça, c'est un amour qui contente totalement. Est-ce que l'amour qu'on soit d'un être humain va nous contenter autant? Non. Pourcentage. Amour divin, 100%. Ça, je suis bien d'accord avec toi, Mais il y a un mais. l'amour humain, c'est aussi, ça apporte une Oui. dynamique supplémentaire. Absolument, je renie pas. Hein, et Que ce soit dans une relation affective ou une relation Ouais. avec vous êtes, absolument. que ça apporte une dynamique supplémentaire qui est unique. Oui, tout à fait d'accord. Et ça, j'espère, c'est souvent le risque quand on se lance là-dedans de donner l'impression qu'on dévalorise l'amour humain. Pas du tout. Au contraire. L'idée, c'est que cet amour divin est là pour nous aider ensuite à mieux gérer l'amour humain. Parce qu'il faut savoir le gérer, cet amour humain. Qu'est-ce qui fait que l'amour humain devient tout à coup jalousie, haine, désir? Là, c'est là où des fois il déraille, tu sais, il déraille. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le maintenir, l'amour humain? Parce qu'il n'y a pas un amour dans notre cœur profond, stable, indépendant des êtres humains. Et si on dépend de l'être humain pour combler notre vide, ben là, on a un problème. Alors, c'est là où on dit, il faut les deux. Moi, mon but dans la vie, c'est de garder cette source profonde, d'être un être d'amour, autant que possible, et d'avoir des relations aimantes avec tout le monde. Honnêtement, mon but, honnêtement, j'ai 2-3 noms qui pourraient venir à l'esprit sur qui je travaille en ce moment, mais c'est circonstanciel. Professionnel. Sinon, j'ai honnêtement aucun ennemi, moi, dans ma vie. Il n'y a absolument personne. Puis même les fous du monde, c'est neutre, je peux dire, je les aime, mais j'ai de l'amour, je vais leur offrir l'amour quand même, parce que c'est la seule chose qu'il faut offrir à des âmes troublées, perturbées, folles, qui délirent. Au moins, tu leur offres une énergie d'amour, quoi. Mais j'ai pas... Ça se compare à théorie des ensembles en mathématiques. Si j'essaie d'expliquer, tu vas avoir deux ensembles qui se rejoignent pas.
deux individus. Si tu fais 1 plus 1, ça fait 2. Puis si tu les joins, il y a une partie Commune. Mhm. qui fait 1 plus 1, ça fait 3. C'est ça. Hein. C'est cette partie-là qu'il faut soigner. Hein. Mais c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup cette notion dans la relation de dissocier la relation des deux individus. Puis dans la relation, c'est une entité en soi qui est magnifique. Et j'ai mon rôle à jouer, l'autre a son rôle à jouer. Puis le jour où cette relation n'a plus raison d'être, c'est quand il n'y a plus d'investissement raisonnable. Ça arrive à 2. Ouais. Ah, plus 1, ça fait 2. Tu reviens à une mathématique plus simple. Ça devient en général 2 appartements, 2 maisons, 2 comptes en banque. Ok, désolé, j'ai dépassé un petit peu. Vos oreilles commencent à chauffer, et m'en excuse. Tel danger à te poser une question, là. C'est la beauté aussi, parce qu'on aborde des sujets... T'en voulais une. Oui. T'as bien capté, c'est bon. Alors, on prend quelques minutes juste pour s'asseoir dans cette idée. C'est bien de toujours se mettre en position agréable, confortable. Donner au corps un signal d'être très concentré. Puisqu'en méditation, dans un état d'être intériorisé, c'est comme si on concentrait toutes nos énergies en un seul point. La concentration de l'esprit donne de la force et du pouvoir à chaque pensée. Ne pas laisser l'esprit se disperser, mais concentrer le pouvoir des pensées. Être intériorisé, c'est être capable de se voir. Se voir comme une âme. Un être qui brille. Une étincelle de vie. Qui anime le corps. Et qui joue son rôle dans cette immense pièce de théâtre de la vie. Et qu'on traverse le temps, le passé, le présent, le futur. Et quand on voit la vie du début à la fin, c'est comme si on regardait une histoire. C'est mon histoire. L'histoire de ma vie. Et un peu comme le cours d'une rivière, en traversant le temps, on passe à travers des scènes, des situations différentes, parfois de bonheur, parfois de peine. Parfois on s'élève et parfois on tombe. À partir du moment où on accepte le chemin et qu'on sait que tout ce qui se présente sur notre chemin fait partie du chemin. Que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai traversé dans le passé. Et toutes les situations qui viendront face à moi
sont toujours là pour me faire avancer. En élevant ma conscience, je ressens le pouvoir d'acceptation. Je peux accepter les choses telles qu'elles sont. Ce n'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Et j'avance. Et je joue le jeu de la vie. En étant conscient qu'à chaque pas, je me rapproche de mon destin. Et j'accepte toutes les étapes du chemin. Alors, merci d'être là. Je sais pas pour vous, en tout cas moi ça m'a permis de régler tous mes problèmes. Donc c'est très clair dans ma tête. Merci de m'avoir permis de me parler comme ça. Merci de la question, ça me fait du bien. Juste pour pas oublier, si vous êtes intéressé, le 4 mai, il y aura un atelier Être un joyau de contentement, justement. 13h30 à 16h30 avec Lynn et Isabelle, un joyau de contentement. Donc, c'est des formules plus participatives, genre on se met en groupe, on discute, et on teste le contentement de l'un et l'autre. Il y a une retraite aussi à Peace Village, et là on en parle, on va vous en parler à chaque fois, parce que c'est les 17, 18, 19, 20 mai, c'est la fin de semaine, une longue fin de semaine au mois de mai, et puis ça se passe aux États-Unis, dans un lieu vraiment pittoresque, sympathique, dans la nature. C'est une retraite, c'est la seule qu'on organise en français dans les Catskills. Donc on est en général une cinquantaine, soixantaine à peu près de Québec, Montréal. Tout le monde y va en covoiturage. C'est bien d'avoir quand même fait le cours de méditation avant d'y aller, minimalement, idéalement le cours de Raja Yoga. Et pendant 4 jours, c'est vraiment une immersion dans un monde complètement à part. Donc ça commence très tôt le matin, des repas végétariens, beaucoup de méditation. C'est vraiment, on revient après avoir en ayant l'impression d'avoir passé 1 mois en retraite. Alors c'était quand même juste 4 jours. Et la retraite commence souvent ici, et avec le trajet, en covoiturage avec les gens avec qui on partage le trajet. Les chambres aussi sont partagées. Donc on est généralement jumelés 2 ou 3 ou plus dans les chambres, mais c'est un lieu très sympathique. Et donc il faut vous prendre un peu, si ça vous intéresse, il faut prendre l'information au comptoir, s'inscrire à l'avance, bien sûr. Et il y a des montants suggérés, mais en même temps, on invite les gens vraiment à venir. Donc s'il y a des problèmes financiers, on peut accepter des situations diverses, mais des montants suggérés, c'est vraiment pas cher pour une retraite de 4 jours. Et on a l'avantage d'avoir une dame qui vient de l'Inde, qui est originaire de Madagascar, indienne, mais francophone, donc qui animera la retraite. Et il y a aussi la dirigeante de tous les centres de Brahma Kumaris
dans les Amériques. Donc, elle s'appelle Sœur Mohini, qui est une dame vraiment intéressante, qui a rencontré le fondateur des Brahma Kumaris il y a longtemps. Elle a commencé, elle avait 16 ans, dans les années 60, en Inde. Et maintenant, elle s'occupe vraiment de superviser tout ce qui se fait aux Amériques. Et elle va animer aussi des classes. Elle, par contre, ce sera en anglais, avec des traductions françaises sur scène. Alors voilà, donc si ça vous intéresse, informez-vous. Lucie, Isabelle connaissent bien ces retraites-là. Et donc c'est une aventure. C'est sûr, c'est comme le Vipassana, là, vous partez, puis en fait c'est Vipassala, là, mais c'est comme il faut vivre ça ici. Donc c'est vie ici. C'est plutôt de vie ici, là. Pendant 4 jours. Bon, j'arrête de délirer. Bonne nuit, bonne semaine. Puis au plaisir de se revoir la semaine prochaine.